L'actualité à la une ce matin, le Burkina cherche des clés pour contrer les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. Les 13 régions sont réunies pour apprendre ensemble les textes législatifs et réglementaires qui régissent le domaine. Kaya accueille les débats. Dans le spécial FESPACO du jour, Parole aux dames, nous allons à la rencontre de la présidente du jury long métrage. D'autres femmes se raconteront aussi pour vous. L'invitée est d'ailleurs une dame, elle travaille pour l'OIF. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Tout de suite à la page FESPACO avec Viviane Tendrebeogo. Bonjour Viviane. Bonjour Simon, bonjour à tous. Bienvenue donc à tous à ce spécial FESPACO et notre invité, comme vous l'avez dit, Simon Gongo, est Madame Sandra Koulibaly-Leroy, qui est la sous-directrice de la diversité et du développement culturel à l'Organisation internationale de la francophonie. Bienvenue, bonjour Madame. Bonjour Madame Tendrebeogo. Alors, avant de revenir à vous pour notre entretien, je vous propose de parler de la spécificité de cette édition. Une édition, comme vous le savez, consacrée aux femmes. Invitées d'honneur, présidente de jury, les femmes sont présentes et elles apprécient positivement cette décision de faire d'elles les vedettes de ce 23e FESPACO. Salinana a rencontré 3 d'entre elles. Voici son reportage. Placée au devant de la scène à cette 23e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les femmes, professionnelles ou simples festivaliers, sont bien présentes au FESPACO. C'est ma première fois que je suis au FESPACO, donc c'est toute une nouvelle découverte et je suis très contente. En tant que professionnelle du 7e art, je travaille pour le Festival de Locarno en Suisse. Fatoumata Koulibaly, elle vient de la Côte d'Ivoire. Pour elle, le cinéma est à l'agonie dans le pays d'Oufoué-Boigny. Présente à cette fête du cinéma africain, elle espère nouer des partenariats avec des professionnels du 7e art pour une relance du cinéma ivoirien. Nous n'avons plus de salles de cinéma. Il ne reste que pratiquement 2 salles qui fonctionnent en ce moment. Donc les Ivoiriens ont perdu cette habitude-là d'aller au cinéma. Déjà, ça se passe très bien. Nous avons quelques contacts déjà. Mais nous n'avons pas encore signé de contrat. Et moi, j'ai un appel à lancer déjà. Il faudrait que les autorités politiques de chaque pays, je ne vais pas dire de la Côte d'Ivoire parce que bon, ce constat c'est partout, dans tous les pays. Donc les autorités politiques de chaque pays vraiment s'impliquent davantage dans l'ouverture des salles, la réouverture des salles de cinéma, qui aide aussi à faire la promotion du cinéma. Comédienne, réalisatrice, productrice, chacune compte jouer sa partition pour le développement du cinéma africain. Elle apprécie positivement la décision du FESPACO de faire d'elle les vedettes de cette édition de la fête du cinéma à Ouagadougou. Cette 23e édition, c'est vraiment bien parce que penser pour dédier cette 23e édition aux femmes,
c'est vraiment formidable. Si on ne le fait pas, c'est que FESPACO n'allait pas continuer. De temps en temps, il faut s'arrêter pour penser aux femmes, parce que sans la femme, rien ne peut se faire. Sans la femme, vous ne serez pas là. Donc c'est vraiment formidable et c'est vraiment gentil de la part des organisateurs de penser à nous les femmes. Si vous les hommes, vous ne faites pas attention, un jour il y aura un FESPACO, on n'aura même pas un homme qui va présenter un film. Ça serait seulement le film des femmes. Au lieu de nous dédier, faites en telle sorte qu'il y a seulement FESPACO pour les femmes. On ne sait que les femmes seulement qui vont présenter les films. Et ça viendra. On va vous pousser dehors pour prendre la place. Le FESPACO de cette année donne à réfléchir sur le rôle et la place de la femme professionnelle de l'image dans le cinéma en confiant la présidence des jurys officiels de la 23e édition de sa biennale à des personnalités féminines. Une innovation historique vient consolider une sélection de qualité. Et dans cet esprit, l'invité d'honneur est une femme, un hommage à une pionnière du FESPACO. Ce sont des femmes qui président tous les jurys de cette section de la compétition officielle à ce 23e FESPACO. En 44 ans d'existence, c'est la première fois que le FESPACO prend une telle initiative. Je vous propose de découvrir la présidente du grand jury, la martiniquaise Eusan Palsi, à travers ce reportage toujours signé Salinana. Elle est née le 13 janvier 1958 en Martinique. Eusan Palsi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est habitée par la passion du cinéma dès son jeune âge. Elle réalise son premier moyen-métrage, La Messagère, à 17 ans. Elle signe son entrée dans la cour des grands avec son premier long-métrage, Rue Cave-Nègre, le film qui lui a permis de remporter plus de 17 prix internationaux. Réalisatrice, scénariste, productrice, Eusan Palsi est la présidente du grand jury de la 23e édition du FESPACO. Lorsque cette invitation m'a été faite, j'ai effectivement répondu avec énormément de bonheur parce que je n'ai jamais su dire non, je n'ai jamais dit non à l'Afrique. Et puis être ici au FESPACO, même si je n'étais pas choisie en tant que présidente, mais même tout juste faire partie du jury, ça m'aurait suffi. Mais être présidente, c'est un double honneur. À 55 ans, Eusan Palsi a à son actif une vingtaine de films. Cette fille de la Martinique est de tous les combats, notamment celui de la visibilité des Noirs au cinéma. Elle est la première réalisatrice noire produite par un studio d'Hollywood. Merci à Salinana. Madame, comment vous réagissez à cet hommage qui est fait aux femmes pendant ce FESPACO? Bien, écoutez, en tant que femme, évidemment, j'en suis ravie. Et je crois que ça démontre une fois de plus que le FESPACO est à l'écoute du monde. Parce que partout, ici en Afrique comme ailleurs, les femmes s'imposent de plus en plus comme un acteur de changement, de développement et aussi un vecteur de culture et de création. Ça marque aussi que les femmes ne sont plus devant la caméra une bonne fois pour toutes, mais qu'elles sont aux commandes dans leur choix, dans leur engagement. Et puis également que ce choix à la fois politique, stratégique, marque le cinéma africain mobilise toutes, tous et chacun et chacune d'entre nous pour faire de cette grande fête un lieu de rencontre, de réflexion et de changement, puisqu'il y a aussi Madame Salambéré, invitée spéciale, des colloques où les femmes réalisatrices, productrices ont pris la parole et ont réaffirmé leur engagement. Nous reviendrons à vous pour la suite du journal. Hier, au Ciné Nerf Royal, les cinéphiles et les professionnels du 7e art ont pu voir à la séance de 20h le dernier né du réalisateur Nabil Ayouch. Il s'agit du film Les Chevaux de Dieu qui aborde les questions de vulnérabilité des jeunes Marocains face à l'extrémisme religieux. Éléonore Yerbanga a participé à la projection. Voici son reportage. Les Chevaux de Dieu, ce sont eux, 4 jeunes vivant dans une banlieue de la capitale marocaine qui, la pauvreté aidant, se retrouvent entre les filets des islamistes. Très vite, le lavage de cerveau prend effet et les adolescents sont prêts à mourir en martyrs. Malgré les tentatives de Hamid, un des chevaux de Dieu, pour convaincre son jeune frère Tarek Yachin à quitter le groupe, c'est pourtant avec conviction que ce dernier accomplit le dernier acte avec ses compagnons.
extrêmement ému. L'exploitation de la misère par la misère et l'engrenage fatal des bourrins de Dieu, des petits cheveux de Dieu, ça m'a ému, ça m'a mis les larmes aux yeux et j'ai adoré. Voilà. C'est très intéressant de voir les problèmes sociaux et la faiblesse humaine qui peut être détournée, comme elle l'a été par le passé, par des régimes politiques divers et variés, et en Europe on a connu. Un très bon film, de très bons plans, très belles images, une belle histoire. En 5-15 minutes, Nabil Ayouch dépeint les conditions de vie des Marocains dans les banlieues de la capitale, mais aussi et surtout leur vulnérabilité face à la détermination des islamistes extrémistes. Ce chef-d'œuvre, Les Chevaux de Dieu, est en liste pour la conquête de l'étalon d'or de Nyenenga. Nabil Ayouch détient déjà un étalon d'or de Nyenenga. Il a fait un film qui a déjà remporté l'étalon. Madame, vous êtes avec la francophonie présent au FESPACO. Concrètement, comment vous participez à cette édition? Bien, je commencerai peut-être par le commencement. Le soutien et la présence de films qui sont sélectionnés pour l'étalon de Nyenenga. Nous sommes très fiers que 4 films, voire 5 films en compétition, dont Les Chevaux de Dieu, La Pirogue, Les Enfants de Tromaran, La République des Enfants, aujourd'hui de Gomis, sont en compétition grâce au soutien du Fonds de soutien à l'audiovisuel de la francophonie, donc des aides directes à la production. Mais l'OIF est présente aussi au FESPACO sur bien d'autres domaines. Nous avons participé au colloque, ce grand colloque sur les politiques publiques et le cinéma africain qui dresse des pistes d'accompagnement. Nous allons être présents demain à l'hôtel Liptako à 10h pour notre conférence qui s'inscrit à la fois dans une conférence bilan des actions déployées dans la direction du développement et de la diversité culturelle de la francophonie, mais également une vision prospective. Et nous invitons tous les professionnels à venir nous rejoindre demain, donc à 10h, à l'hôtel Liptako. Au Liptako Gourma, c'est la salle de Liptako Gourma. Alors, on a vu la francophonie aux côtés de l'ISIS pour la promotion, si on peut le dire ainsi, de logiciels libres comme Cinelira, pardon. Qu'est-ce que vous recherchez à travers de telles formations qui s'adressent principalement aux jeunes réalisateurs? Bien, la jeunesse est une priorité pour la francophonie et pour notre secrétaire général Abdou Diouf. Et cette formation, qui a débouché d'ailleurs sur des recommandations importantes à l'attention de nos pays membres, mais aussi également à notre intention en tant qu'acteur de la coopération culturelle, elle a tout son sens dans l'environnement du FESPACO. C'est de pouvoir fournir des instruments, des outils de réalisation, de production gratuits, qui permet des collaborations entre professionnels et également permettre un réseautage dans l'espace francophone de compétences. Les ateliers à l'ISIS, c'est également marquer l'importance de la formation à travers des centres d'excellence régionaux, nationaux, et de permettre aux jeunes réalisateurs africains de développer leurs compétences. Mais oui, pas seulement les jeunes, hein. Oui, mais les professionnels. Les professionnels, mais actuellement, c'est plus de la formation sur le numérique, c'est-à-dire que l'OIF est engagé dans la promotion du numérique ou pour l'abandon de l'analogique. Alors, ça s'inscrit dans un cadre d'adoption de la stratégie numérique pour la francophonie qui s'intéresse aux questions de gouvernance, des questions de politique d'Internet, mais également des questions très concrètes de développement de contenu et de diversité culturelle. Cette stratégie a été adoptée à Kinshasa lors du sommet des chefs d'État. Et donc la francophonie s'est vraiment engagée, non pas à dicter un tout numérique, mais d'accompagner les créateurs et cette économie qui est en train de se mettre en place dans un cadre où les nouvelles technologies occupent une place prépondérante. Mais il revient bien sûr aux créateurs de choisir leur voie d'expression, leurs moyens d'expression, et nous sommes convaincus que les nouvelles technologies peuvent cohabiter avec des moyens de création, des outils de création qui les ont précédés. Mais notre devoir, nous, en tant qu'organisation, c'est de pouvoir accompagner cette mutation, ce changement
qui concerne à la fois les créateurs, les politiques. Alors, est-ce que vous êtes au FESPACO? Combien de films vous avez déjà vus? Eh bien, je dois dire que mon score n'est pas très brillant parce que le FESPACO se caractérise, et c'est mon premier FESPACO, je dois le dire, par une multitude de sollicitations. Et jusqu'à présent, j'étais plus sur la partie colloque, rencontre professionnelle, mais dès aujourd'hui, j'ai pris l'engagement de fréquenter les salles de projection et vraiment de pouvoir aller à la rencontre des créateurs et de leurs œuvres. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas eu le temps d'aller au cinéma, le Ciné Burkina vous propose ce soir à 20h30 Por Aqui Tudo Bem. C'est un film en portugais du réalisateur angolais Pocas Pascoal. Du côté du Ciné Nerwaya, vous aurez à la même heure, 20h30, TI aujourd'hui du Sénégalais Alain Gomis. N'oubliez donc pas d'aller au cinéma, c'est le FESPACO. Simon, c'est tout pour la page spéciale FESPACO. À vous l'antenne. Si vous avez une question pour notre invitée, elle est là. C'est Madame Sandra Koulibaly-Leroy, directrice de la francophonie culturelle et du développement. Merci. Merci à vous. Voilà, merci à vous pour être complet. C'était le spécial FESPACO consacré aux dames et animé par une dame. On parle toujours cinéma avec les Césars. Dans la nuit d'hier, Amour, le film de Michael Haneke a remporté les prix les plus importants de la soirée. Il a pris à la fois le meilleur film, le meilleur réalisateur et les meilleurs acteurs. Amour de Michael Haneke rafle la mise à la cérémonie des Césars. Le film a remporté les 5 récompenses les plus prestigieuses. Le César du meilleur film est attribué à Amour. Produit par Margaret Pellegos et réalisé par Michael Haneke. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleurs acteurs. Déjà Palme d'Or à Cannes, le film franco-autrichien est en lice dans 5 catégories aux Oscars pour ce récit d'un couple confronté à la vieillesse, à la maladie et à la mort. No, it's not okay. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas quand même pas malmener ton image sur tes vieux jours. Je m'en garderai bien. Mais c'est quoi mon image? Tu es un monstre parfois. De Rouille et d'Os de Jacques Audiard remporte aussi 4 Césars. Non mais je veux pas. Puisqu'il est question de production, évoquons un aspect de la production et cette fois la production agricole. Vous le savez déjà, l'INERA s'est positionné comme innovateur en chef dans la richesse agricole. À Kanchari, par exemple, dans le Sahel, l'Institut accompagne le producteur. Le ministre de la Recherche scientifique est allé voir les réalités sur place. Drissa Siri. La station de Kachari, située à 15 km à l'ouest de Dori, sur l'axe Dori-Djibo, est l'une des 5 stations de recherche de l'INERA. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation retourne sur ses pas dans cette station sur laquelle il a beaucoup travaillé pour s'enquérir de son état de fonctionnement. Créée en 1986, cette station couvre une superficie de 1260 hectares répartis en zones de pâturage, en zones d'expérimentation et de production agricole, en parcelles aménagées suivant le système d'irrigation goutte à goutte et en plantation agroforestière. Nous menons des activités de recherche orientées vers la formulation des rations alimentaires à base d'intrants locaux avec fin de production de lait et de viande. Et nous faisons également de la caractérisation des pâturages. Nous caractérisons, les pâturages et nous menons des activités d'amélioration de ces pâturages-là. Ici comme ailleurs, le ministre est venu réitérer le même message, travailler à mettre la recherche au service du développement. Oui, il y a des progrès qui sont faits, n'est-ce pas?
Et oui, il y a aussi des difficultés. Nous avons vu déjà au niveau des équipements, au niveau des bergeries et autres, il y a quelques difficultés. Mais ce n'est pas des difficultés qui sont insurmontables. Je pense qu'avec un minimum de moyens et l'engagement des hommes, on peut arriver à progresser de façon continue. Ce qui est important, c'est de ne jamais s'arrêter. Même si les progrès sont de petits pas, il faut toujours avancer. Et ça aussi, c'est important. Afin de mieux cerner les difficultés auxquelles font face la direction régionale de l'INERA du Sahel, les responsables du département ont eu une séance de travail avec le personnel. Prenant note des préoccupations portant sur les ressources humaines et financières, ils se sont engagés à accompagner les chercheurs dans leur quête de technologie pour permettre aux producteurs d'améliorer leur rendement. Engagés aussi dans la recherche de la semence, des projets et programmes se parlent à Ouagadougou. Ces projets ont une particularité, ils sont financés par le gouvernement australien avec un seul but, développer les systèmes sémenciers en Afrique de l'Ouest. Abdel Aziz Yagibou. Ce mois de mars 2013 marque l'an 2 de la mise en œuvre du projet de recherche et d'amélioration des systèmes semenciers en Afrique de l'Ouest et du Centre. 2 ans à la recherche de solutions à même de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, le pari est en passe d'être gagné. Le bilan à mi-parcours fait état d'un taux d'adoption de plus en plus accru des variétés améliorées. Les agriculteurs de mieux en mieux outillés en matière de suivi de l'itinéraire technologique. La semence représente entre 30 et 40% dans la productivité agricole. Les résultats sont satisfaisants et sont encourageants parce qu'on note la pleine participation des producteurs et des productrices, des organisations de producteurs. Et ce qui est important de plus en plus, on parle de suivi, évaluation et d'évaluation d'impact. Il faut que les projets aient un impact sur la vie, sur le bien-être des populations. Le sorgho, le mil, le maïs, le niébé et l'arachide sont les principales cultures vivrières ciblées par le projet. Un projet qui couvre certaines zones semi-arides du Mali et du Burkina, mais aussi des zones humides du Ghana et du Cameroun. Il s'exécute grâce au soutien financier de l'Agence australienne pour le développement international. Nous sommes très satisfaits du travail abattu par nos partenaires au niveau local, dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Cameroun, le Ghana, dans le renforcement, quant à comment renforcer effectivement le système sémencier, quant à comment effectivement aider pour une meilleure disponibilité, une bonne disponibilité des semences de qualité, des intrants. Nous entendons effectivement continuer notre appui pour de meilleurs résultats. Ces acteurs du monde agricole et de la recherche venus des différents pays concernés devraient mettre à profit cette session de travail pour élaborer une feuille de route pour une bonne conduite de la suite du projet. Pour mieux exploiter ces semences, il faut de la bonne terre. Il faut de la terre et la bonne terre surtout. C'est ce qu'agriculteurs et éleveurs se disputent le plus souvent. Les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles sont au centre d'une rencontre à Kaya. Toutes les régions du Burkina sont concernées. Yolande Lampo. La question de la prévention et de la réduction des conflits préoccupe le ministère des Ressources animales et halieutiques qui a initié depuis septembre 2012 une série d'ateliers régionaux d'information et d'échanges sur les conflits liés à l'exploitation des ressources naturelles. La présente rencontre réunit éleveurs, agriculteurs, chefs coutumiers et techniciens du domaine autour des mêmes idéaux. Contribuer au renforcement de la paix sociale et à la valorisation des activités du monde rural, car près de 700 conflits sont enregistrés au Burkina Faso chaque année. Nous sommes aujourd'hui, comme je l'ai dit, au 10e, avec pour objectif global de faire le tour des 13 régions et de faire une synthèse nationale pour sortir des recommandations fortes afin que le gouvernement prenne des décisions. Et à cet atelier, les 158 participants devront s'approprier la loi portant réorganisation agraire et foncière, la loi d'orientation relative au pastoralisme, la loi d'orientation relative à la gestion de l'eau et le code forestier. Nous avons également comme deuxième objectif d'échanger surtout autour de l'ampleur des conflits que nous connaissons dans notre pays. Conflits bien sûr liés à plusieurs types d'activités comme l'agriculture, l'élevage, l'exploitation minière, l'exploitation forestière. Enfin,
Le troisième objectif, c'est essentiellement de faire des propositions concrètes sur l'existant. Cet existant-là, il y a des mécanismes de conciliation qui existent quand il y a des conflits. Est-ce qu'on peut revisiter cela? Afin de contribuer à l'extension de l'élevage et de ses produits dérivés, 27 millions de francs CFA ont été octroyés à certains acteurs de la région œuvrant dans le domaine de l'élevage par le Fonds de développement de l'élevage FODEL. Au terme de ces 13 ateliers régionaux, environ 1800 acteurs seront formés et c'est Dori et Waiguia qui abriteront les prochaines rencontres. Face à ces conflits, certaines personnes préfèrent aller voir ailleurs. Problème, le flux migratoire crée souvent des tensions entre les États. Les gouvernements du Burkina et de Malte se confient au texte. Un document a été paraphé ce matin. Peggy Wedraogo. Par ces signatures, les gouvernements du Burkina Faso et de Malte se mettent d'accord sur une gestion concertée des flux migratoires. L'acte traduit également la preuve d'une coopération solide entre les deux pays. Nous avons fait le constat. Il nous est revenu qu'il y avait une trentaine de Burkinabés dans les prisons maltaises. Mais quand la délégation du Burkina s'y est rendue, en réalité, il n'y avait que 3 Burkinabés. Donc c'est la preuve qu'en fait, on n'a pas autant de ressortissants dans ce pays, mais c'est un pays de transit. Cet accord-là encadre un peu comment est-ce que si effectivement d'aventure des Burkinabés sont en transit là-bas et qui doivent revenir au Burkina, comment est-ce que cela peut se faire vraiment sans trop d'exactions, sans trop d'humiliation. Vanessa Frazier, la secrétaire permanente du ministère des Affaires étrangères de Malte, d'ajouter que cet accord, une fois les instruments mis en œuvre, contribuera à sauver des vies de migrants. De plus, il y aurait là moins de risques de violation des droits de propriété et celui de recours en justice pour le migrant expulsé. Dans ces situations, on a souvent recours à l'information et on le dit souvent, l'information est un pouvoir. C'est devenu même une vérité de la palissade. C'est d'ailleurs un enjeu pour les entreprises et vous allez le voir, des hommes d'affaires apprennent à utiliser l'information à Ouagadougou. Tanga Kafando. La gestion de l'information dans l'entreprise et au profit de l'entreprise est le sujet au cœur de cette conférence sous le thème Intelligence économique et management des organisations. À l'école de l'expert Jacques Brela de l'Université Bordeaux 4 en France, les hommes d'affaires apprennent à utiliser l'information, pouvoir stratégique mais aussi couteau à double tranchant dans un environnement économique globalisé. Cette conférence a présenté l'intelligence économique avec 3 dimensions. La première dimension, c'est ce qu'on appelle la veille, c'est-à-dire comment acquérir de l'information par des moyens légaux pour pouvoir nourrir la politique de développement de l'entreprise. La deuxième dimension, c'est la sécurité des informations, parce qu'il ne sert à rien d'aller chercher de l'information sur ses concurrents si eux-mêmes viennent en chercher sur vous. Donc il faut aussi apprendre à protéger ces informations les plus stratégiques. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension de l'influence. Comment aujourd'hui l'économie est interconnectée en réseau. Et donc il faut apprendre à maîtriser ces réseaux pour pouvoir promouvoir les produits, les marques, les dirigeants parfois des entreprises et faire en sorte que ces entreprises soient compétitives. Cette conférence est l'une des activités du bureau Suretas, cabinet d'ingénierie, de sûreté et de sécurité économique. Aujourd'hui, nous sommes assis sur une mine d'or. La mine d'or, c'est l'information. Mais comment maîtriser l'information? Parce que vous savez que l'information est mondiale. L'information qui est au Burkina Faso, peut-être à la seconde vue en Chine, ou même au-delà de l'Afrique du Sud. Donc ça veut dire que l'information est une mine d'or pour nous. Et comment utiliser cette mine d'or-là? Puisque en ne sachant pas utiliser la mine d'or, elle peut devenir une poudrière pour nous, non seulement en tant qu'opérateur économique, entreprise burkinabé, mais aussi au niveau de l'État. Pour que l'information mine d'or ne devienne pas une poudrière pour les entreprises, toutes les questions irrelatives seront discutées afin d'anticiper et de pouvoir mesurer les opportunités mais aussi les risques dans la diffusion de l'information stratégique. À l'étranger, au Mali, juste à nos portes, des 13 soldats tchadiens ont trouvé la mort dans un affrontement. 65 djihadistes ont aussi été tués. Les États-Unis ont envoyé une centaine de soldats au Niger pour piloter les drones de renseignement.